Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission En toute confidence. Vous avez l'habitude maintenant, cette émission de France 3 Pays de la Loire, dans laquelle on reçoit des personnalités de la région, des Ligériens, des Ligériennes, afin de discuter, de parler de leur passé, de leur présent, mais aussi de leur futur, le tout en toute confidence. Alors, aujourd'hui, pour notre invité, je ne sais pas à quelle heure, à quel moment vous regardez l'émission, mais si vous avez faim, si vous êtes sur le point de manger, attendez, mettez sur pause, allez manger un bon petit plat, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir un chef étoilé au guide Michelin. On a la chance d'être avec Simon Bessonnet. Simon, bonjour. Bonjour. Simon, déjà une première question. Quand on dit chef étoilé, c'est comme ça que tu te décris auprès des gens qui ne te connaissent pas? Pas du tout. Je me décris comme Simon, chef cuisinier à Mareuil-sur-Lay en Vendée. Ça change rien d'être chef étoilé aujourd'hui? Bon, ça change rien. On va pas dire ça change rien, mais à titre personnel, c'est pas une consécration, mais c'est quand même un certain honneur de recevoir une distinction comme ça. Mais faut pas oublier qu'on fait que de la cuisine. On va y revenir à cette étoile au guide Michelin. Mais avant, on va commencer par le début. En 2019, avec ta femme Emmanuelle, vous fondez la Maison des Amis à Mareuil-sur-les-Dissay. Oui. Comment ce projet a démarré? C'est quoi la genèse de ce projet? La genèse de ce projet, c'est déjà une rencontre avec ma femme Emmanuelle. Quand on était à Noirmoutier, au restaurant La Marine à Noirmoutier, chez Monsieur Couillon. Et depuis qu'on est ensemble, on a tout le temps voulu monter notre maison à nous. Et ça a mis un peu de temps, mais on a réussi à trouver l'endroit, le lieu qui nous faisait vibrer. On a eu un coup de cœur sur cette vieille bâtisse des années 1800. Et c'était pas un restaurant à la base, et c'est ce qui nous plaisait en fait, de vraiment partir d'une feuille blanche pour créer le lieu qu'on voulait. Ça a été un coup de cœur, cette maison? Ouais, c'était un coup de cœur parce que tout de suite, quand on dit Mareuil-sur-Lay, en Vendée, commune de 3000 habitants, on ne se dit pas on va monter un restaurant gastronomique là-bas. Mais on est arrivé devant la maison, on s'est tout de suite projeté. Pourtant, il y avait des gros travaux à faire. Mais le lieu avec l'église, le château à côté, le village, tout de suite, ça nous a plu. L'objectif, c'était quoi? C'était vraiment de mettre en place ce restaurant gastronomique. On en discutait tout à l'heure. À votre image, tu me disais, c'est quoi votre image? Ben, nous, notre image, c'est, on va dire, simplicité. On aime recevoir les gens, donner du plaisir aux gens, sans se prendre la tête. On aime juste faire à manger, faire plaisir aux gens, en fait. Et on voulait faire un lieu où les gens, quand ils viennent manger, se sentent comme à la maison. C'est quoi la réaction des gens quand ils apprennent qu'il y a un restaurant gastronomique qui se monte à Mareuil-sur-Lay? Parce que mine de rien, je ne pense pas que les habitants de Mareuil s'attendaient à Non, je ça. pense au début, on nous a pris un peu pour des fous en se disant oh, ils ouvrent un restaurant gastronomique. Puis souvent, c'est un peu péjoratif parce qu'il y a des gens, ils pensent que le restaurant gastronomique, ça va être guindé, ils vont pas pouvoir venir manger, alors que ça a vachement évolué et que nous, c'est pas du tout l'image de la gastronomie qu'on se fait en fait. On veut rester un lieu accessible à tous et on veut que les gens, quand ils viennent manger, ils ne se sentent pas oppressés, ils se sentent vraiment comme à la maison. Pourquoi le nom Maison des Amis? Alors, Maison des Amis, c'était, on a cherché un nom de restaurant pendant un moment. On s'était dit souvent en Vendée, il y a les vieilles maisons, ils ont des noms, des choses comme ça. Sauf que là, il n'y avait pas. Et en fait, le premier commerce qu'il y a eu dans cette maison, c'était une bijouterie, et c'était la bijouterie des Amis. Et il s'avère que c'est Madame des Amis qu'on fait construire cette maison dans les années 1800. Et on trouvait que c'était un rappel à l'histoire qui était sympa. Et puis avec le jeu de mots un petit peu, c'est ce côté un peu convivial, ce que tu expliquais. C'est ça aussi, ouais. Le côté, voilà, les copains, les amis, un truc un peu chaleureux, quoi. C'est ça. Puis tout sonnait, on se trouvait que tout collait bien, quoi. Et ça a ramené un peu d'une histoire à la bâtisse. Sur votre site, parce que j'ai fait quelques recherches, vous dites notamment cuisine respectueuse des produits. C'est important, ça, pour toi et qu'est-ce que ça signifie? Ben, pour moi, déjà, c'est ultra important. C'est comme ça que j'ai été formé, en essayant de respecter un maximum le produit sans le transformer à outrance. Moi, quand on vient à la Maison des Amis, si on veut manger un pigeon, actuellement, on fait un pigeon avec de la betterave, il faut que c'est le goût de betterave et de pigeon. Je n'ai pas envie d'avoir 15 000 préparations,
Je veux qu'il y ait le goût des vrais produits. Et puis, je vois la betterave, je commence déjà à avoir faim. Simon, tu me coupes si je me trompe, mais tu es né en juin 1990 Oui. À La Roche-sur-Yon. C'est ça. Donc, tu as actuellement 36 ans. Oui. Il était comment, le Simon enfant? Ou le Simon enfant, il était très mauvais à l'école, on peut le dire. Et depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours voulu faire cuisinier. Pourquoi Peut-être parce que mes parents cuisinaient beaucoup. Et je pense que l'école n'était pas faite pour moi. Ou j'étais pas fait pour l'école, je ne sais pas. Et c'est un peu la cuisine qui m'a sorti de cet échec scolaire, quoi. Ouais, c'était difficile pour toi à l'époque, le cadre école, un peu Ouais. généraliste. Ouais, rester assis, c'était pas fait pour moi. Donc après, j'ai vite arrêté en 5e et je suis parti sur un pré-apprentissage, 4e, 3e, dans un restaurant à La Roche. Et après, je suis parti sur une voie d'apprentissage. Et école hôtelière aussi École ensuite? hôtelière, enfin ouais, j'étais à l'école à Saint-Michel-Mont-Mercure, une école hôtelière en Vendée, une maison familiale. Ça a permis aussi de remettre un cadre pour bien continuer ma formation. Et à ce moment-là, quand tu rentres déjà en pré-apprentissage, tu vois le changement, tu vois le déclic? Tout, ça switch. J'étais vraiment en échec scolaire total. Et quand je rentre en pré-apprentissage, je revis, quoi. C'est ma passion. Donc, je veux dire, on switch du dernier de la classe à premier, quoi. Ah ouais, du tout au tout. Du quoi. tout au tout, ouais. Et quand tu dis que tu as toujours voulu être cuisinier quand tu étais petit, c'est-à-dire que le Simon enfant, est-ce qu'il cuisine avec papa, maman? Est-ce qu'il aime faire à manger pour la famille? Ah ouais, Comment tout ça le se temps. passait? Il cuisine avec papa, maman, il cuisine tout seul, il cuisine tout le temps. Il adore manger aussi, parce que je pense que si un bon cuisinier, ça aime manger. Il faut avoir le goût. Enfin, je veux dire, si on n'aime pas manger, je sais pas comment on peut faire bien à manger sans aimer manger. Et je pense que ça, c'est mes parents qui me l'ont inculqué. Avec mes grands-parents, ils faisaient le jardin. Enfin, je veux dire, on mangeait tout le temps des produits frais. Je pense que ça joue beaucoup aussi. Tes parents travaillaient aussi dans l'aspect nourriture, cuisine ou Pas du tout. Ma maman était coiffeuse et mon papa, il était vendeur de carrelage. Donc, c'était pas du tout dans le milieu de la gastronomie ou de la nourriture. Mais par contre, ils adorent manger et bien manger. Je suppose que tes parents, une fois que tu arrives en pré-apprentissage et qu'ils voient la différence, pareil, ils sont soulagés. Ah ben, soulagement. Maintenant, on en a reparlé, mais oui, soulagement de fou, parce que c'était vraiment... j'allais droit dans un mur, mais la voie professionnelle m'a vraiment sauvé, quoi. Qu'est-ce qui t'a marqué dans tes études en pré-apprentissage et après en école hôtelière? Il y a quelque chose qui t'a fait... tu t'es dit, ah tiens, ça c'est important. Ça, c'est important. Je pense déjà la rigueur du travail, être toujours à l'heure, des choses simples, hein, mais voir les beaux produits, travailler tout de A à Z, tout ça, ça m'a plu. Peut-être que si je serais tombé dans des maisons où ils mettaient tout au micro-ondes, j'aurais peut-être pas continué dans ce métier, mais je suis vraiment tombé chez des maîtres d'apprentissage qui m'ont formé de la plus belle des manières, je pense. Il y a un professeur, il y a un maître d'apprentissage qui t'a marqué et un conseil qu'il t'a donné qui... Il y en a plusieurs. Tous mes maîtres d'apprentissage, même mes patrons, m'ont marqué en fait dans toute ma carrière parce que je pense qu'on apprend tout au long de sa vie, et que ce soit en apprentissage ou mon maître de pré-apprentissage, je le vois encore, mon maître d'apprentissage, je le vois encore. Mon chef pour qui j'ai travaillé le plus longtemps, Alexandre Couillon, je l'ai au téléphone de temps en temps. Ils m'ont tous marqué, quoi, mon chef à Londres aussi, dans toutes les entreprises où j'ai été, tous les chefs m'ont marqué. Je peux dire ça comme ça, quoi. Et alors, une rencontre aussi qui t'a marqué, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais en 2010, tu rencontres celle qui va devenir ta femme, Emmanuelle. Oui. Comment vous vous rencontrez ? On se rencontre à Noirmoutier. Moi, j'étais à la Marine et elle à la Table d'Élise, donc au bistrot de Monsieur Couillon. Et l'histoire d'amour a commencé comme ça, en collègue, quoi.
Et vous n'êtes jamais lâché depuis. C'est ça. Après, on s'est tout le temps suivi dans le sud, à Londres, à Noirmoutier. Et après, on a eu l'envie de fonder notre maison et notre famille par, par la même À la même occasion. occasion. Ouais. Qu'est-ce que représente votre binôme? C'est-à-dire que, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais donc Emmanuelle est sommelière. Oui. Aussi. Elle travaille en salle au restaurant. C'est ça. Qu'est-ce que représente votre binôme quand c'est comme ça? Ouh. C'est le bon équilibre aussi? Ah ben, c'est le bon équilibre et elle est plus que sommelière. Emmanuelle, elle est au papier, elle fait tout dans la maison. Moi, j'ai le rôle qui est facile, je fais à manger. Et Emmanuelle, elle gère tout le reste. Donc, je pense que c'est comme beaucoup de femmes de chef, c'est elles qui ont le rôle le plus difficile parce qu'elles doivent et gérer la salle, et gérer les papiers, enfin tout gérer. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de chefs qui n'auraient pas leur femme, les maisons ne tourneraient pas, quoi. Ouais, ce serait impossible pour toi aujourd'hui de faire tourner un restaurant sans Emmanuelle. Non, je pense pas, non. Bon voilà, ça fera plaisir à Emmanuelle. C'est Elle est ça. en régie, elle t'a accompagné aujourd'hui. Je pense qu'elle va être contente Ouais. d'apprendre ça, Bah, mais elle je le pense sait. que elle le Ouais. sait déjà. Tu l'évoquais du coup, tous les deux, vous avez travaillé dans de grands restaurants étoilés en France comme en Angleterre. Est-ce que vous avez vu la différence un peu entre les pays sur le côté gastronomie, cuisine Ouais, oui, quand même pas mal. Parce qu'en Angleterre, on bossait pour un chef suédois. Même s'il y a des grosses bases de cuisine française, on voit vraiment une autre manière de travailler, avec un staff qui est... nous, on avait des Italiens, des Suédois, des Écossais. Ça venait un peu de partout dans le monde. Il y a des Japonais, des choses comme ça. Sur quel aspect? Tu dis une autre manière de travailler. Sur quel aspect un petit peu ça varie? Bah déjà, il y a... Alors, c'était peut-être la maison qui était comme ça, mais il y avait une grosse rigueur, mais par contre, il fallait tutoyer le chef, des choses comme ça, des choses dont nous, on n'a pas l'habitude en France, où pour nous, c'est quand même assez hiérarchisé. Et pas mal de petites choses comme ça, où c'était assez différent de la France. Et vous avez travaillé aussi avec Emmanuelle, mais toi aussi. Tu as été le second d'Alexandre Couillon Oui. au restaurant La Marine. Oui. Il est comment, Alexandre Couillon? Parce qu'aujourd'hui, Alexandre Couillon, il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent, c'est 3 étoiles au guide Michelin. Ouais. Alexandre Couillon, c'est un grand chef, je pense que c'est un des plus grands chefs français, avec une vision. C'est un visionnaire déjà, si on peut dire quelque chose. Je pense qu'il a tout le temps un temps d'avance en fait. Je pense que c'est les grands chefs, ça, ils ont tout le temps un temps d'avance sur tout. La cuisine qui faisait avant, c'est la cuisine que les autres cuisiniers font maintenant en fait. C'est des gens qui ont tout le temps un temps d'avance pour tout. Et après, c'est des maisons où il faut suivre, il faut être tout le temps à l'affût, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment des maisons de haute volée, quoi. Qu'est-ce qui fait que selon toi, il a un temps d'avance, Alexandre Couillon? Il réfléchit déjà au futur ou ça lui vient de façon naturelle? Je pense que c'est... Je sais pas, comme dans de la haute couture, un grand couturier, il a un temps d'avance, c'est que c'est des génies, hein, c'est tout. Hein, y a pas... Je pense que c'est des génies de la cuisine. Il réfléchit avant, il comprend avant, ils avancent comme ça, quoi. C'est ton modèle aujourd'hui? Ou tu as d'autres chefs aussi qui... Ouais, c'est mon modèle, c'était mon chef. J'ai bossé pendant 7 ans là-bas, donc c'était quand même... c'est mon modèle, mais j'en ai d'autres. Mon chef de Londres, Michael, a été un super chef, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai adoré aussi sa cuisine. Enfin, j'ai même d'autres chefs que je regarde avec admiration, bien sûr. Comme qui, par exemple? Ouais, on a beaucoup. Alexandre Gauthier, même quelqu'un. Quand on a eu l'étoile, j'ai pris la photo où il y avait tous les chefs. J'étais à côté d'Alain Ducasse. Je veux dire, quand j'étais enfant, Alain Ducasse, pour moi, c'était le king, quoi. C'est une référence, hein, Alain Ducasse. C'est la référence. Et tu te dis, bon, là, je suis là. C'est fou, quoi. En mars 2023, Simon, avec Emmanuel, vous obtenez votre étoile au guide Michelin. Ouais. 3 ans après. C'était il y a 3 ans, maintenant. Ouais. À l'époque, déjà, c'est quoi le sentiment quand vous apprenez Quand on apprend, quand on apprend qu'on est invité à la cérémonie Michelin,
Ouais, c'est un sentiment de dingue parce qu'on se dit, on va pas se dire enfin parce on va pas dire qu'on l'a cherché, mais on travaillait pour. Mmh. On n'était pas, on n'était pas 24 heures sur 24 en train de penser à l'étoile, mais on se disait, on veut bien faire les choses et peut-être que ça arrivera. Et là, c'est un peu je vais pas dire un sentiment d'accomplissement parce qu'une étoile, c'est très bien, mais on peut toujours faire mieux. Mais par contre, c'est un sentiment de joie énorme pour les équipes, pour la famille, même personnel, en disant, bon, ben, ok, moi, j'étais pas fort à l'école, mais voilà, j'y arrive, quoi. Et quelques jours plus tard, parce que vous êtes 3 Oui, restaurants à avoir une étoile cette année-là en Vendée, ouais. ce qui est extraordinaire, ça arrive très rarement. Mm. On avait fait un reportage, on était venu te voir à la Maison des Amis, et à l'époque, sur cette étoile du guide Michelin, tu avais déclaré ça. Je sais pas si c'est une pression, bah, on va essayer de pas se la mettre en tout cas, en se disant on l'a eu en faisant la cuisine qu'on voulait et on va essayer de garder la même ligne directrice pour et toujours évoluer et toujours progresser, mais sans vraiment se mettre une pression supplémentaire. C'est toujours le cas, Simon, on ne se met pas de pression. Non, bah, on se met pas de pression. On fait ce qu'on sait faire tout en évoluant, mais on se dit pas tous les matins quand je me lève, je me dis pas attention, l'étoile. Juste, on fait ce qu'on aime et on essaie de le faire au mieux, tout en évoluant. Il y a une question que beaucoup de gens se posent quand c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui fantasment un peu aussi sur le guide Michelin. On le sait. Comment ça se passe tu le savais qu'il y avait quelqu'un qui venait voilà, tester le restaurant? Non, pas du Ou tout. alors, Ben, nous, on a juste fait, quand on a ouvert le restaurant, on a juste envoyé une lettre au Michelin disant ben, on ouvre un restaurant, on existe, on est à Mareuil-sur-Lay. Donc si un jour vous passez dans le coin, passez. Et, et après, ils sont passés, on va pas se mentir, il y a un monsieur tout seul qui est venu. On s'est dit ben, c'est peut-être Michelin, mais c'est pas pour ça qu'on a fait une autre cuisine qu'on fait actuellement quoi, et qu'on servait aux autres clients. On essaye de tout le temps de garder la même rigueur pour tout le monde et puis, advienne qui pourra, on essaye de tout le temps évoluer et de faire bien en fait. est-ce qu'on a un peu ce mythe un peu ratatouille Ouais, avec le critique qui mais c'est vient, ça. tout le monde un peu en panique. Ouais, non, puis en plus, on sait tellement secret, ils peuvent venir tout seuls, ils peuvent venir à deux, on ne sait pas. Donc le but, c'est d'être tout le temps au niveau. On va dire ça comme ça. Je me rappelle à l'époque, quand on était venu te voir, on avait discuté un peu hors caméra, on avait discuté d'un truc qui m'avait marqué. Tu m'avais expliqué qu'à l'époque, le Michelin vous avait dit bah, maintenant qu'il y a l'étoile, il va falloir augmenter les prix. Et tu m'avais répondu en disant nous, on veut pas non plus on veut faire une cuisine accessible. Mm. C'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, c'est pas le Michelin qui nous a dit ça, c'est des chefs étoilés qu'on y avait été. Ouais. Ils avaient dit, ah, va falloir que vous augmentiez vos prix. On a augmenté nos prix parce qu'il y a eu l'inflation et les produits augmentent. Ça, on peut pas le nier. Mais par contre, on essaye de rester accessible à tous, entre guillemets. Mais je pense que des gens, s'ils économisent un peu, ils peuvent venir manger chez nous et passer un moment à table chez nous. C'est-à-dire quoi accessible aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une cuisine quand même gastronomique pour toi qui reste accessible en termes de prix? En termes de prix, nous, on a un menu du déjeuner à 42 € entrée plat dessert avec les mises en bouche, les mignardises. Je pense que c'est accessible pour presque tout le monde si les gens font un effort. S'ils ne vont pas manger 2 fois au McDo dans le mois, ils peuvent venir manger chez nous. Comment tu le sens aussi que ça joue, ça, le côté accessibilité, Je pense. par rapport aux gens qui, peut-être aux habitants de Mareuil, qui, quand ils ont envie de se faire plaisir, viennent manger chez vous, les gens qui sont peut-être de passage aussi à un moment, en tourisme? Ben, je pense qu'on a enfin, je sais pas, mais on a quand même un taux de remplissage qui est assez élevé, je trouve, pour le secteur et pour le moment qui n'est pas au top économiquement parlant, dans l'atmosphère ambiante. On remplit quand même le restaurant, donc je pense que ça joue.
On a beaucoup de Marseillais qui viennent et qui reviennent aussi, donc c'est bon signe, je pense. Et pourquoi c'est important pour toi de rester accessible? Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, comme les autres cuisiniers du Michelin qui a été étoilé au Michelin, t'avais préconisé, tu aurais pu augmenter les prix et faire une carte uniquement gastro un peu chère, quoi. Ouais, mais déjà, c'est comme dit Emmanuel, on a nos clients habitués depuis le début et on n'a juste pas envie de perdre nos clients qu'on fait qu'on est encore là, en fait. Donc, un client habitué, s'il vient plus, pour moi, c'est pas bon. Donc, on veut garder nos clients habitués et même si on augmente un peu, même s'ils ne reviennent pas tous les mois, mais si on les voit 2 fois par an, c'est le top. Et est-ce qu'il y a le Simon enfant aussi qui n'a pas envie de continuer à partager aussi avec les gens? Parce que de la cuisine, c'est du partage aussi. Ah oui, c'est du partage. Déjà, de une, c'est du partage et aussi montrer que les gens ils peuvent venir chez nous. Que c'est pas fait que pour les élites, quoi, les restaurants étoilés, la gastronomie. Il faut que tout le monde se dise, moi j'ai envie de bien manger, je vais à la maison des amis. C'est aussi la philosophie qu'on a. Chez nous, on ne vient pas vivre, il y a des restaurants. Moi, j'adore ce type de restaurant, je suis fan d'aller vivre une expérience, quelque chose. Chez nous, moi, j'ai juste envie que les gens ils mangent bien, en fait. C'est tout. Et alors, pour faire la promotion d'un restaurant, c'est quoi les biais? Parce que pour se faire connaître, parce que l'étoile au Michelin, c'est une façon de se faire connaître aujourd'hui. Oui. C'est quoi vos autres techniques? Nous, on est sur les réseaux sociaux et après, beaucoup en réseaux sociaux. Le Michelin, la visibilité, c'est quand même énorme ce que ça nous a apporté. Tu l'as vu la différence? Ouais, et c'est dingue. C'est-à-dire? Je pense, en vrai, c'est plus 40% de fréquentation, hein, facilement. Oh ouais, Ah ouais, c'est c'est dingue. énorme. Mais surtout quand on est dans un petit village de 3000 habitants, je veux dire, si on remet à l'échelle, je pense qu'on serait en centre-ville. Il y aurait ça serait moins énorme parce qu'il y aurait déjà du monde qui vient, mais quand on est dans un petit village dans le sud Vendée, oui, c'est énorme. Et tu sens qu'il y a des gens qui sont venus exprès pour qu'ils vous le disent parce que tous les jours. Ouais. Tous les jours, il y en a des gens qui viennent manger ici parce qu'on est étoilé, en fait. Faut vraiment le vivre pour se rendre compte. Ça a une répercussion. Le Michelin, c'est dingue, quoi. Ouais, et alors, ce qu'on avait discuté aussi, je crois que c'est avec toi à l'époque au niveau du reportage, tu me disais, il y a des gens qui font un itinéraire pour faire plusieurs Michelin, quoi. Ah oui. Nous, il y a des gens, ils viennent et ils vont se faire 2-3 tables étoilées dans la région et ils font leur tracé pour aller en vacances, mais ils passent par les restaurants étoilés, quoi. C'est dingue. Puis même, on a des gens, on a des clients qui viennent de Nantes, qui viennent de La Rochelle, juste pour venir manger chez nous. Donc, c'est assez extraordinaire. Hein. Et puis alors, j'ai pas noté ça tout à l'heure quand je t'ai présenté, mais alors, on le voit sur ta veste, hein, on la voit, l'étoile Michelin, avec ton nom, prénom, et puis l'étoile, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà. On parle des réseaux sociaux. On va d'abord écouter un extrait d'une recette que tu avais publiée sur le compte Instagram, une recette d'huîtres. Oui. On écoute. Pour cette recette, il va falloir du beurre, sauce XO, piment chipotle, un bâton de citronnelle, un peu de gingembre, échalote et gambawa. On prend le piment chipotle et on va venir mettre juste une demi-cuillère. On va venir prendre notre sauce XO et là on va mettre 2 belles cuillères dans notre beurre. On va venir râper un peu de gambawa frais. Et on va venir mettre notre ciboulette hachée, il faut en mettre pas mal. Et là on vient mélanger. On va venir prendre l'huître dans la main et on va compter à peu près 2 doigts. On sait que le nerf est juste ici. Et là, il ne faut surtout pas forcer. On vient juste mettre son couteau et faire un mouvement de balancier. Voilà, j'avais prévenu à ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent, ça donne faim. C'est important. T'aimes bien cet exercice des réseaux sociaux ou En vrai, pas trop, mais on est un peu obligé maintenant de faire tout ça. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime se montrer ou quoi. C'est pour ça que nos réseaux, on aime bien montrer que la Maison des Amis, c'est moi et Emmanuel, mais pas que. Il y a toute une équipe derrière avec des gens super qui sont investis avec nous.
Donc moi, j'aime bien montrer que tout le monde est investi dans la maison et quand on vient manger à la maison des amis, c'est pas que chez Simon et Emmanuel Bessonnet, quoi. C'est chez Martin, Armani, Flavie, enfin c'est chez tout le monde, quoi. Tout le monde met de sa personne dans les assiettes. Ouais, tu dis c'est important aujourd'hui pour se faire connaître les réseaux. Il y a quand même de plus en plus de chefs qui se mettent en avant. Je pense notamment à Norbert Atterer, par exemple, qui était déjà mis en avant avec la télévision, Ouais. mais qu'on voit aussi sur les vidéos. Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu penses aussi de ça, de cette mise en avant, c'est un peu des coulisses de la cuisine? Bon, pour moi, je trouve ça assez fun et sympa. Et il y a aussi, ça permet un peu de démocratiser le monde de la cuisine, quoi, voir comment ça se passe derrière. Et après, eux, c'est des chefs, ils ont fait des émissions ultra connues. Enfin, je veux dire, les gens attendent ça d'eux aussi, en fait. Les gens, ils veulent voir. Et on se rend compte que les gens, ce qu'ils aiment, c'est voir l'envers du décor, c'est de voir ce qui se passe dans la cuisine. Ouais, c'est voir l'envers du décor. Et puis il y a quand même ce côté aussi esthétique Ouais, oui. dans la cuisine gastronomique. C'est vrai que c'est super beau. Tu le disais, donc on te voit toi, d'accord, on voit Emmanuel, on voit ton équipe, c'est ce que tu disais. C'est important pour toi aussi de mettre ton équipe en avant? Super important. Parce que pour moi, moi, Emmanuel tout seul, le restaurant ne tourne pas. Donc c'est moi et les équipes. Est-ce que tu peux C'est nous nous, les présenter équipes. un peu ton équipe? Alors moi, j'ai Martin, qui est mon second, qui a fait un BTS chez nous et il est passé second après. Il y a Maël qui est là depuis aussi un bon petit moment, qui est chef de partie. Il y a Armani qui est chef de partie. Mathieu qui nous suit aussi quasiment depuis le début, qui est chef pâtissier. On a Tatiana qui est en pâtisserie. On a Pierre qui est en BTS, en apprenti BTS. Et après, on a Flavie en salle, qui est là pareil quasiment depuis le début. On a Mathilde maintenant. Et puis après, il y a tout le temps des départs parce que ce qu'on comprend, nous, quand on était jeunes, on a voulu voyager, aller voir ailleurs. Donc on le sait que l'équipe, quand ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils sont là, ils ont envie de voir autre chose. Et nous, on les encourage à aller voir, à aller voyager parce que c'est un métier qui permet de voyager, d'aller partout dans le monde, quoi, ou partout en France. Tu es fier de transmettre aussi, un peu comme toi, tu as eu l'occasion d'avoir transmis un savoir, de Bien sûr. transmettre toi un savoir en retour à ces jeunes? Oui, je suis fier de transmettre, puis je suis fier d'eux quand ils vont dans des maisons et qu'ils m'appellent, ils me disent j'ai été pris là-bas, mais moi je trouve ça top, quoi. Je trouve que c'est gratifiant pour nous aussi parce qu'on se dit on les a pas formés pour rien, quoi. Ça fait combien de personnes au total, du coup On est 12 avec Emmanuel. D'accord, 12 au total Ouais. au restaurant. T'es quel type de chef? Plutôt le chef cool ou le chef un peu strict Moi, non, je vais dire un mélange. Je suis plutôt cool en vrai. Ouais, on peut dire que je suis plutôt cool. Par contre, il faut juste que quand tout roule, il faut juste que tout roule et tout soit carré, quoi. À partir du moment où tout roule et tout est carré, moi, je suis cool. Parce qu'on on en entend un peu plus parler maintenant des coulisses de la cuisine, et notamment, je pense, parce que moi je le suis aussi un peu sur les réseaux, un cuistot comme un chef cuisinier comme Éloi Spinner, par exemple, qui s'est mis en avant aussi sur ce sujet de la violence un peu psychologique en cuisine. C'est vrai que la cuisine en France aujourd'hui, ça a un côté un peu très militaire, c'est oui chef, etc. Toi, ton avis là-dessus aujourd'hui? Mon avis c'est quoi? là-dessus, mon avis là-dessus, c'est que si c'est en train de bouger, parce que sinon on trouve plus de personnel. Donc on voit bien que si on continue comme on fait des anciens chefs, je pense que ça commence à prendre, ça commence à évoluer. Et qu'il faut juste rester soi-même. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de se mettre une pression de dingue. Derrière, on fait à manger, on ne sauve pas des vies, quoi. Moi, c'est mon leitmotiv. Je me dis, on fait à manger, on fait juste bien notre travail, c'est tout. Je ne vais pas opérer à quelqu'un à cœur ouvert. Enfin, je veux dire, faut arrêter de se mettre des pressions à n'en plus finir. Tu as vu, toi, des contextes de cuisine où il y avait de la pression, où il y avait peut-être un peu aussi des comportements un peu limites
Ben, j'ai vu, oui, mais après, moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans, enfin, je veux dire, ça commence à faire un peu de temps. Et je pense quand même il y a vachement une évolution, il y a une prise de conscience de beaucoup de chefs aussi, et parce que de une, ils vont plus trouver de personnel s'ils continuent à être trop dans le, trop comme eux, ils ont été formés en fait. C'est juste ils reproduisent. Et c'est un effet miroir, hein, ils reproduisent comment ils ont été formés. Hein, je veux dire, c'est toujours le même principe. Si le chef il a été formé à la dure, ben, il va reproduire ce qu'il a formé. Mais je pense quand même qu'il y a une grosse évolution sur le sujet. Hein. T'avais vu quoi un peu comme comportement à l'époque Ouais, C'est même, des trucs un peu, sans donner de nom. non, ni mais rien, même c'est plus de beaucoup travailler, pas être payé. C'est plus, moi je trouve ce côté-là. Et tout le temps, il y avait vraiment des grosses pressions en disant, ben, enfin, on peut pas, faut que tout le temps ça soit carré avec des équipes réduites, des choses comme ça. Mais je pense que c'est en train d'évoluer et même, même en Angleterre, c'était cool, mais on frappait beaucoup d'heures. Fallait être là à 6h30, 7h. On débauchait à 1h du matin et c'était ça 6 jours sur 7, quoi. Donc, je trouve quand même la cuisine est en train d'évoluer et je pense que la nouvelle génération aussi est en train d'évoluer. Et en termes de cuisinier, en termes de service aussi, en France, sur les jeunes que tu vois passer aujourd'hui, tu trouves qu'on est comment la France en termes de niveau Il y a quand même une bonne éducation en restauration, hôtellerie Moi, je trouve qu'il y a... C'est comme tout, hein, et les niveaux, c'est... Pour moi, je sais pas, j'échelonne pas un pays par rapport à un autre. En fait, c'est juste les gens, quand ils ont envie, ils sont bons, c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire, on peut aller à l'autre bout du monde. Quand le gars, il a envie, il est passionné par ce qu'il fait, ça va être énorme. Donc pour moi, je n'échelonne pas trop les pays comme ça. Juste, faut que les gens, ils aient envie et envie de donner, de partager, quoi. Tu l'évoquais tout à l'heure, toi tu as été formé au respect des produits, à cuisiner en respectant les produits. Pour toi aujourd'hui, le bien manger en France, on en est où ? On en est où Moi, quand on voyage, je trouve qu'on est pas mal. Hein. Quand on regarde ailleurs, c'est qu'il faut arrêter aussi de regarder que France. Enfin, je veux dire, on a vécu en Angleterre, quand on voit ce qu'ils mangent, je préfère 10 fois. 10 fois, je parle de la nourriture en général, en fait, sur le grand public, pas forcément de la gastronomie, parce que si on parle que de gastronomie, forcément, tout le monde prend les meilleurs produits qu'ils ont à côté d'eux. Mais sur le général, moi, je trouve qu'on a quand même une agriculture qui est super. Enfin, je veux dire, on a des produits qui sont super. Il faut juste essayer de manger le plus français possible, quoi. Si j'ai un conseil à donner, entre guillemets. Ouais. Ouais. Et le bien manger chez les gens, c'est-à-dire que est-ce que tu sens qu'il y a une évolution aussi là-dessus parce que on est toujours entouré de fast-food, de malbouffe aussi, hein, on appelle ça comme ça en français, hein, la malbouffe. Est-ce que tu sens que ça évolue aussi, ça ? Je pense que ça évolue, mais après, il ne faut pas jeter la pierre. Moi, le premier, je vais aller me manger un fast-food aussi. Mais enfin, je veux dire, faut pas parce qu'on va manger une fois un fast-food se dire oh on mange mal. Juste pour moi, faut juste essayer de prendre des produits français en fait. Faut juste essayer d'aller faire ses courses, pas prendre des choses ultra transformées. Déjà enfin je veux dire, je vais pas acheter une brique de soupe quoi. On peut la faire. C'est pas le temps que ça va mettre à faire une soupe en prenant 2 patates, un poireau et une carotte quoi. Donc je pense qu'il y a encore une éducation à faire sur ça. Ouais, pour toi, c'est une éducation encore à faire là-dessus. Mais pour moi, c'est une éducation à faire. Et je trouve que à l'école, moi, je vois par rapport à mes enfants, à ce qu'ils mangent à la cantine, je trouve qu'ils ont des repas assez variés. Et je pense qu'il faut vraiment introduire les légumes parce qu'on a fait quand même pas mal de choses quand il y avait des semaines du goût, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand tu arrives dans la classe avec 5 légumes différents et qu'il n'y a que la moitié des élèves qui me disent ça, c'est un chou-fleur, ça, c'est un poireau. Je trouve que là, il y a vraiment une éducation à faire pour faire une soupe, c'est avec un chou-fleur, un poireau. C'est pas j'ouvre la brique et je la mets dans le bol, quoi.
Et le respect des fruits et des légumes de saison aussi, c'est important pour toi. On en parle souvent, enfin on en parle de temps Pour moi, en temps, c'est mais ultra important. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut consommer français et de saison, en fait. Il faut essayer d'aller trouver des maraîchers ou des magasins qui font que des produits de saison. vous vous approvisionnez auprès de producteurs, comment ça Nous, se passe ben, pour le restaurant? auprès de producteurs et de grossistes aussi. Après, nous, on a peut-être 80% de produits qui sont locaux et français, mais après, je me permets d'aller prendre, l'hiver, si je veux aller faire de la mangue, je me permets de prendre une mangue de La Réunion, quoi. Je suis pas locavore en disant non, moi, je veux que des choses qui viennent de la région. Hmm. Déjà, si tout vient de France, c'est déjà bien. C'est l'occasion aussi, quand c'est comme ça, tu dis cuisiner français, en tout cas d'avoir une cuisine responsable aussi, c'est Ouais. important pour toi? Ben pour moi, oui. Puis, de toute façon, à partir du moment où on fait une cuisine plutôt sur les saisons, sur le produit, on est forcément responsable, entre guillemets. Quand je dis une saison, c'est pas que pour les légumes. Pour les poissons, je vais pas travailler du bar en janvier, par exemple, décembre-janvier, quand les bars sont pleins. Je vais pas aller travailler du bar. Enfin, je veux dire, ça vaut pour tout. Pour tous les produits, en fait. La saison, pour moi, c'est... Tu as des exemples comme ça de trucs que tu vois où tu te dis non mais là c'est pas possible, on peut pas manger, je sais pas, tel fruit ou tel machin. Bon, tout ce qui est fruits rouges en hiver, pour moi, c'est inconcevable. Même dans une boulangerie, trouver un fraisier en hiver, je trouve ça, même s'ils l'ont bloqué, je trouve que c'est nul, quoi. On voit les tomates aussi par exemple. Ouais, les On tomates. nous sert des tomates Ouais, hiver, été, tomates, automne. ouais, c'est ça. Mais je pense que quand même, les gens, ils commencent à... Enfin, je me le persuade peut-être, mais que les gens consomment moins de tomates en hiver, de fraises et en plus, ils paieront... Enfin, je veux dire, il y a une question de pouvoir d'achat et je pense que quand on mange les produits, quand ils sont en pleine saison, ça coûte moins cher que manger des cerises en hiver, quoi. Bah alors, petit conseil pour les gens qui nous regardent là. Si on veut manger de saison, on est au début du printemps. Début du printemps. Qu'est-ce qu'on peut Là, on est un peu manger entre deux, mais là, il y a les asperges qui arrivent. Là, d'ici 15 jours, on est déjà dans la période de l'asperge, mais là, dans 15 jours, ça sera vraiment la pleine période. Donc là, il faut foncer sur les asperges, les légumes primeurs, c'est le moment. Petits pois, ça a commencé, navets, etc. Bon, bah, on va regarder des recettes sur tout ça. Ouais. Une dernière question aussi sur la cuisine. Pour toi aujourd'hui, ton métier, tu sens que c'est un métier qui attire les jeunes ou c'est compliqué? Parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est des horaires un peu... Ouais, mais je pense que nous, en cuisine, on attire du monde. Je trouve que c'est beaucoup plus dur pour la salle parce que c'est pas mis en avant. Mais le métier de service, c'est un métier qui est super, le relationnel client. Et dans les restaurants gastronomiques, je veux dire, ils viennent finir des choses sur l'assiette. Il y a vraiment un contact client, ils expliquent une connaissance produit. Et en cuisine, je vais dire, on trouve facilement, entre guillemets, on trouve assez facilement. Qu'en salle, c'est vraiment compliqué à trouver. C'est un peu On va voir un peu aussi les coulisses aujourd'hui. C'est quoi le quotidien de Simon Bessonnet? Une journée classique où tu travailles au restaurant? Une journée classique où je travaille au restaurant. Déjà, je me réveille, on emmène les enfants à l'école. Et après, ou des fois je commence avant, puis je m'arrête, je vais vite fait emmener les enfants à l'école. On a la chance qu'elles soient juste en face du restaurant. Et ouais, c'est pratique. Et après, c'est cuisiner avec l'équipe, réfléchir aux prochaines cartes, parce que nous, on a un menu qui change super régulièrement. Donc on est tout le temps à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, des choses comme ça. Essayer de chercher, toujours trouver des produits d'exception. Mais quand je parle produits d'exception, c'est pas de la truffe et du caviar. C'est un producteur de carottes, un producteur de tomates. Pour moi, un produit, quand il est juste bon, c'est un produit d'exception. Ça prend du temps. Et après, gérer les équipes, comment leur parler, faire du social aussi, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est très important pour moi.
Et quand tu arrives au restaurant, tu dis cuisine avec les équipes, etc. C'est quoi? C'est vous cuisinez le midi pour directement, ou il y a déjà des préparations à faire? Ah ben, ça Raconte-moi. dépend. Il y a, par exemple, mes jus de viande, des choses comme ça, on les prépare en amont. Par contre, tout ce qui est le poisson, on le reçoit le matin, on le lève. Enfin, on a des arrivages tous les jours de produits. Donc, on essaye d'être. On a tout le temps de quoi s'occuper. Une dernière question, Simon. Simon Bessonnet, il cuisine à la maison une fois le restaurant terminé? Simon Bessonnet cuisine à la maison aussi, mais des choses très simples. Et Emmanuel aussi cuisine un petit peu. Et puis après, on mange aussi pas mal à l'extérieur. Oui, parce que je me dis, des fois, bon, quand on a été toute la journée en cuisine, moi j'ai un papa qui était cuisinier, Ouais, on n'a pas forcément envie. traiteur, enfin, qui est traiteur. Et... Ouais, c'est toujours un peu... Ouais, après, on fait des choses très simples. Hein, je veux dire, faire un riz pilaf avec un poisson et puis des épinards, c'est pas long à faire, mais ça se fait, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Simon. Merci de nous avoir parlé de ton quotidien, de ton parcours. C'était un plaisir de partager et d'échanger avec toi. Merci. C'était très cool. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés, regardés. Merci aux techniciens qui ont mis en place ce beau plateau. C'est toujours un plaisir de travailler avec les équipes. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, dans toute confidence. Ciao, ciao tout le monde.